Dans les salles grandioses de Versailles, où les miroirs dorés reflétèrent jadis la gloire d'une monarchie absolue, une image sombre allait se dessiner en 1774, celle de la décadence, de la corruption et finalement de la fragilité humaine. Ceci est une invitation à plonger dans l'une des histoires les plus percutantes et tragiques de la royauté. Si vous aimez les rebondissements historiques et les secrets des coulisses, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre j'aime pour ne manquer aucun détail de ce fascinant voyage. L'homme qui serait un jour connu sous le nom de Louis le Bien-Aimé mourrait sous le nom de Louis le Mal-Aimé. Son corps consommé non seulement par la maladie, mais par le poison même de son règne. C'est l'histoire effrayante de la façon dont la pourriture morale d'un roi s'est manifestée dans sa destruction physique, et comment son corps, en putréfaction, est devenu le symbole parfait d'une monarchie qui avait déjà commencé à se dévorer de l'intérieur. Le règne de Louis XV se distingue comme l'une des inversions de fortune les plus dramatiques de l'histoire. Un conte édifiant sur le pouvoir sans limite et la responsabilité abandonnée. Lorsque la variole l'a finalement emporté en mai 1774, elle le fit avec une cruauté si violente que même ses serviteurs les plus loyaux fuirent l'odeur de sa chair en décomposition. Mais cette mort horrible n'était que le dernier acte d'une tragédie de plusieurs décennies qui allait préparer le terrain pour l'une des révolutions les plus dévastatrices de l'histoire. Pour comprendre la véritable horreur de la fin de Louis XV, nous devons d'abord examiner comment le jeune monarque le plus prometteur de France s'est transformé en l'un de ses dirigeants les plus méprisés. Son histoire ne commence pas avec le roi corrompu, haletant sur son lit de mort fétide, mais avec un garçon de 5 ans propulsé sur le trône de la nation la plus puissante d'Europe. Le contraste entre ces deux images, l'enfant roi innocent et le tyran malade, révèle l'effondrement moral et physique complet qui allait définir son règne. L'année 1715 marqua à la fois une fin et un commencement pour la France. Louis XIV, le roi Soleil, dont le règne dura une période sans précédent de 72 ans, succomba enfin à la mort, laissant derrière lui un héritage de pouvoir absolu et de dettes accablantes. Son héritier désigné, son arrière-petit-fils de seulement 5 ans, Louis XV, hérita non seulement d'une couronne, mais des énormes attentes d'une nation qui n'avait connu qu'un seul roi pendant près de 3/4 de siècle. Le garçon qui allait devenir roi avait déjà perdu ses 2 parents à cause de la maladie, le laissant orphelin avant même qu'il ne puisse comprendre le poids de la royauté. Durant sa minorité, la France fut gouvernée par une régence sous Philippe d'Orléans, une période marquée par un libéralisme relatif et la reprise économique des coups dévastateurs des guerres interminables de Louis XIV. Le jeune roi reçut la meilleure éducation disponible, étant instruit en langue, histoire, mathématiques et dans les arts de la guerre et de la diplomatie. Ses professeurs rapportèrent qu'il possédait un intellect aiguisé et montrait des promesses en tant que futur souverain. La cour et le peuple français regardaient leur enfant roi avec espoir, croyant que son règne apporterait un nouvel âge d'or à la France. Lorsque Louis XV commença officiellement à gouverner par lui-même en 1723, le peuple français l'aimait réellement. Il était beau, intelligent et semblait incarner la promesse de renouveau après les décennies finales rigides du règne de son prédécesseur. Le surnom Louis le Bien-Aimé ne lui fut pas attribué ironiquement, mais avec une affection et un espoir sincère. Les citoyens de toute la France voyaient en leur jeune roi la possibilité de réforme, de prospérité et d'une approche plus éclairée de la gouvernance que les mesures de plus en plus désespérées qui avaient caractérisé la fin du règne du roi Soleil. Les premières années du gouvernement personnel de Louis XV semblèrent justifier cet optimisme. Il épousa Marie Leszczyńska, fille du roi déchu de Pologne, lors d'une cérémonie qui démontra la domination continue de la France dans la politique européenne. Le mariage semblait fondé sur une affection sincère, et la reine donna rapidement des héritiers au royaume, assurant la succession. Louis XV montra également un intérêt pour les sciences et les arts, soutenant le travail de philosophes et d'inventeurs, tout en maintenant la position de la France comme centre culturel de l'Europe. Cependant,
Même durant ces années prometteuses, il y avait des signes avant-coureurs que peu reconnurent à l'époque. Louis XV affichait une tendance préoccupante à l'indécision et une dépendance croissante envers les favoris et les maîtresses pour les conseils politiques. Contrairement à son prédécesseur qui avait cultivé une image d'autorité divine et de discipline personnelle, Louis XV semblait plus intéressé par le plaisir que par les charges de la royauté. Sa cour commença à développer une réputation de libertinage qui ne ferait que devenir plus scandaleuse au fil des décennies. La transformation d'Aimé à haï ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais à travers une série de catastrophes, de scandales et de décisions erronées qui ont progressivement corrodé la foi du peuple français en son monarque. Chaque crise a révélé plus clairement l'incapacité du roi à fournir le leadership fort dont la France avait désespérément besoin. Ce qui avait commencé comme un règne plein de promesses allait lentement dégénérer en un cauchemar de défaites militaires, de ruines financières et de corruption morale qui, en fin de compte, allait consumer non seulement le roi lui-même, mais toute l'institution de la monarchie en France. La première grande épreuve du règne de Louis XV arriva avec la guerre de succession d'Autriche, qui commença en 1740 et allait durer 8 années brutales. La France entra dans ce conflit en grande partie pour contrer la puissance britannique et soutenir son allié traditionnel, la Prusse. Mais la guerre révéla rapidement les faiblesses fondamentales qui affligeraient les campagnes militaires de Louis XV tout au long de son règne. Contrairement aux campagnes soigneusement planifiées de Louis XIV, ces guerres semblaient manquer d'objectifs clairs ou de stratégies cohérentes, reflétant l'incertitude du roi et le dysfonctionnement croissant de son gouvernement. Si vous appréciez cette immersion dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le coût financier de la guerre fut stupéfiant, exigeant de nouveaux impôts et emprunts qui enfoncèrent la France encore plus profondément dans la dette. L'armée française, jadis la terreur de l'Europe, subit des défaites humiliantes et fut contrainte de se retirer de plusieurs territoires clés. Plus préoccupant encore fut l'implication personnelle du roi dans l'effort de guerre. Bien que Louis XV ait personnellement mené des troupes au combat à plusieurs reprises, ce qui lui valut une popularité temporaire, son leadership militaire se révéla inadéquat face aux défis que la France affrontait. Ses décisions étaient souvent influencées davantage par les intrigues de cour et les relations personnelles que par une réflexion stratégique solide. Durant cette période, la relation de Louis XV avec son épouse commença à se détériorer à mesure qu'il s'engageait de plus en plus avec une série de maîtresses. La plus significative d'entre elles fut Madame de Pompadour, qui allait devenir non seulement la maîtresse du roi, mais aussi sa conseillère politique la plus fiable. Cet arrangement scandalisa la cour et le peuple français, qui le voyait comme une preuve de la corruption morale et du mauvais jugement du roi. L'influence des maîtresses royales sur la politique gouvernementale devint une source de critiques constantes et mina la confiance dans la capacité de la monarchie à gouverner efficacement. La guerre de succession d'Autriche se termina en 1748 avec le traité d'Aix-la-Chapelle, qui restitua la plupart des territoires conquis à leurs propriétaires d'origine, malgré les énormes sacrifices de la France. Le peuple français fut indigné par ce résultat, sentant que leurs fils étaient morts pour rien, tandis que leurs impôts avaient été gaspillés dans un conflit inutile. Cela marqua le début d'un changement fondamental dans l'opinion publique envers Louis XV, alors que l'épithète « bien-aimé » commença à sonner creux aux oreilles de sujets de plus en plus cyniques. La réponse du roi à cette critique fut de se retirer encore plus de la vie publique et de s'entourer d'un petit cercle de conseillers et de favoris qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Cet isolement de la réalité allait devenir une caractéristique déterminante de son règne ultérieur, alors que Louis XV devenait de plus en plus incapable de comprendre ou de répondre aux plaintes sincères de son peuple. Le fossé entre le monde luxueux de Versailles et les dures réalités rencontrées par les citoyens français ordinaires continua de s'élargir tout au long des années 1750.
Plus préjudiciable encore que la défaite militaire fut la perception croissante que Louis XV était plus intéressé par son propre plaisir que par le bien-être de son royaume. Des histoires de ses dépenses extravagantes avec des maîtresses et des favoris circulaient dans toute la France, souvent exagérées, mais contenant suffisamment de vérité pour alimenter le ressentiment populaire. La construction du petit Trianon par le roi comme retraite privée pour Madame de Pompadour fut perçue comme un symbole de ses priorités, indulgence personnelle au-dessus du devoir public. Ne manquez pas les prochains chapitres de cette histoire. Laissez votre j'aime et abonnez-vous pour rester informé. La guerre de 7 ans, qui commença en 1756, se révélerait être un désastre encore plus grand que sa prédécesseur. Ce conflit mondial opposa la France à la Grande-Bretagne et à la Prusse dans une lutte pour la suprématie coloniale et la domination européenne. Dès le début, les forces françaises furent surpassées et manœuvrées par leurs ennemis. La perte de la plupart des colonies françaises en Amérique du Nord, y compris le Canada et la Louisiane, fut une humiliation nationale que Louis XV ne surmonta jamais. Le peuple français regarda avec horreur l'effondrement de l'empire mondial de son pays, tandis que son roi semblait plus préoccupé par ses affaires personnelles que par la défense des intérêts français. La tension financière de la guerre continue poussa la France au bord de la banqueroute. De nouveaux impôts furent imposés avec une fréquence croissante, pesant plus lourdement sur les gens ordinaires, tandis que la noblesse et le clergé conservaient leurs exemptions traditionnelles. Ce système fiscal inique devint une source de ressentiment croissant, tant contre la monarchie que contre les classes privilégiées. L'incapacité de Louis XV à mettre en œuvre des réformes financières significatives, en grande partie due à la résistance des intérêts établis et à son propre manque de volonté politique, assura que les problèmes fiscaux de la France ne feraient qu'empirer avec le temps. À la fin de la guerre de 7 ans, en 1763, la transformation de Louis XV d'Aimé à Haï était complète. Le traité de Paris, qui mit fin au conflit, dépouilla la France de la majeure partie de son empire colonial et la réduisit à une puissance de seconde zone. Le roi, qui avait autrefois incarné l'espoir de renouveau, était maintenant perçu comme un symbole de déclin et d'humiliation nationale. La base était jetée pour le sentiment révolutionnaire qui allait finalement détruire la monarchie complètement, bien que peu aient pu prévoir à quel point cette destruction serait complète. La période qui suivit la guerre de 7 ans vit Louis XV se retirer encore plus dans un monde d'indulgence personnelle. Alors que la France luttait sous le poids de problèmes croissants qui exigeaient un leadership fort, la routine quotidienne du roi devint de plus en plus divorcée des réalités de la gouvernance, car il passait son temps à chasser, à divertir des maîtresses et à participer à des cérémonies de cour élaborées qui semblaient de plus en plus dénuées de sens pour ses sujets souffrants. Cette déconnexion entre le luxe royal et les difficultés nationales devint un thème central de la critique croissante du règne de Louis XV. L'influence des maîtresses royales sur la politique gouvernementale atteignit son apogée durant cette période, particulièrement avec Madame de Pompadour et plus tard Madame du Barry. Ces femmes n'étaient pas de simples compagnes royales, mais participaient activement à la prise de décisions cruciales concernant la guerre, la diplomatie et la politique intérieure. Cet arrangement indigna tant la noblesse traditionnelle, qui sentait sa propre influence diminuer, que le peuple commun qui le voyait comme une preuve de la corruption et de la décadence morale de la monarchie. Le spectacle de postes gouvernementaux importants distribués sur la base de faveurs sexuelles plutôt que du mérite mina la confiance dans tout le système d'administration royale. Envie de plus d'histoires percutantes comme celle-ci? Abonnez-vous et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Les tensions religieuses contribuèrent également au déclin de la popularité de Louis XV pendant cette période. Son soutien à l'expulsion des Jésuites de France en 1764, bien que populaire auprès de certains groupes, aliéna les traditionalistes catholiques qui soutenaient la monarchie. En même temps, son comportement personnel et l'influence de ses maîtresses scandalisèrent les dévots, qui voyaient la conduite du roi comme incompatible avec son rôle de fils aîné de l'Église.
Cette dimension religieuse de la critique contre Louis XV se révélerait particulièrement préjudiciable, car elle sapait l'une des sources traditionnelles de légitimité royale. Les problèmes économiques qui avaient affligé la France depuis le début du règne de Louis XV continuèrent d'empirer tout au long des années 1760. Malgré plusieurs tentatives de réforme par des ministres des Finances comme Silhouette et Maupoux, les questions fondamentales restèrent sans solution. Le système fiscal resta inique et inefficace. La dette nationale continua de croître et le développement économique fut entravé par des réglementations et des privilèges obsolètes. L'apparent manque d'intérêt du roi pour ces questions pressantes endommagea davantage sa réputation parmi la classe moyenne émergente et la noblesse progressiste, qui considérait la réforme économique comme essentielle pour l'avenir de la France. L'agitation sociale devint de plus en plus courante pendant cette période, alors que la rareté des denrées alimentaires et les difficultés économiques déclenchaient des émeutes et des protestations dans toute la France. La réponse du gouvernement à ces perturbations fut généralement lourde, impliquant la force militaire au lieu de s'attaquer aux griefs sous-jacents. Cette approche ne fit qu'accroître le ressentiment populaire contre la monarchie et renforcer la perception que Louis XV était déconnecté des souffrances de son peuple. Le roi, qui avait autrefois été perçu comme une figure paternelle pour ses sujets, était maintenant vu comme leur oppresseur. Le mouvement philosophique connu sous le nom des Lumières représenta également un défi croissant à l'autorité de Louis XV pendant cette période. Des écrivains et des penseurs tels que Voltaire, Diderot et Rousseau remirent en question les fondements de la monarchie absolue et du droit divin qui avaient soutenu le pouvoir royal pendant des siècles. Bien que ces idées aient initialement circulé principalement parmi les élites instruites, elles se sont progressivement propagées à des segments plus larges de la société française. La conduite personnelle et les échecs gouvernementaux de Louis XV fournirent des exemples parfaits de la corruption et de l'inefficacité que les penseurs des Lumières associaient à la monarchie absolue. Les tentatives du roi de supprimer la critique par la censure et la persécution ne firent qu'accroître l'intérêt public pour les idées interdites et renforcer les perceptions de tyrannie royale. Le célèbre procès de Damiens, qui tenta d'assassiner Louis XV en 1757, révéla l'étendue de l'hostilité populaire envers le roi. Bien que l'attaque elle-même ait été condamnée, la nature légère de la blessure de Damiens et son propre témoignage sur ses motivations montrèrent que même une tentative de régicide pouvait trouver une certaine sympathie parmi le peuple français. L'humiliation internationale continua d'affliger le règne de Louis XV, même après la fin de la guerre. L'incapacité de la France à empêcher la partition de la Pologne, malgré les liens traditionnels entre les deux pays, endommagea davantage le prestige de la monarchie. La politique étrangère du roi semblait réactive et inefficace, répondant aux événements au lieu de les façonner. Cette faiblesse perçue dans les affaires internationales renforça les critiques internes du leadership de Louis XV et contribua au déclin du statut de la France parmi les puissances européennes. Pour continuer à explorer les secrets de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime. À la fin des années 1760, le fossé entre la monarchie et ses sujets s'était dangereusement élargi. Louis XV gouvernait une population qui avait en grande partie perdu confiance en sa capacité à gouverner efficacement ou en son engagement envers leur bien-être. Les problèmes économiques, sociaux et politiques qui finiraient par éclater en révolution étaient déjà clairement visibles. Mais le roi semblait incapable de les aborder de manière significative. Le décor était planté pour l'acte final de ce règne tragique. Les années 1770 commencèrent avec une France luttant toujours sous le poids des problèmes accumulés pendant le règne de Louis XV. La dette nationale avait atteint des niveaux astronomiques, exigeant des mesures de plus en plus désespérées pour maintenir les opérations gouvernementales. La nomination de plusieurs ministres des Finances, chacun promettant des réformes, mais ne parvenant pas à mettre en œuvre des changements durables, devint un schéma récurrent qui ne fit que souligner l'incapacité de la monarchie à résoudre les problèmes structurels fondamentaux.
Le soutien du roi à ses ministres était généralement indifférent et facilement retiré face à l'opposition des intérêts privilégiés. Les tensions sociales atteignirent de nouveaux sommets pendant cette période, alors que les difficultés économiques se propageaient dans toute la France. Les mauvaises récoltes entraînèrent des pénuries alimentaires et des émeutes du pain dans les grandes villes, tandis que la charge fiscale continuait de peser de manière disproportionnée sur les moins aptes à la supporter. Le contraste entre les souffrances des gens ordinaires et le luxe continu de la vie de cour devint de plus en plus flagrant et impossible à ignorer. Des histoires d'extravagance royale, souvent exagérées mais contenant suffisamment de vérité pour être crédibles, circulaient largement et alimentaient le ressentiment populaire contre la monarchie. La vie personnelle du roi pendant cette période devint encore plus scandaleuse, avec sa relation avec Madame du Barry, une femme de basse extraction dont l'influence sur la politique royale indignait tant la noblesse que les roturiers. Contrairement aux précédentes maîtresses royales qui avaient au moins maintenu une certaine prétention de dignité, le comportement de du Barry était ouvertement grossier et vénal. Sa présence à la cour symbolisait pour de nombreux Français la décadence morale complète de la monarchie et son abandon des valeurs et responsabilités traditionnelles. L'opposition religieuse au règne de Louis XV s'intensifia également pendant cette période, car son soutien à la dissolution de plusieurs ordres religieux et sa conduite personnelle aliéna les traditionalistes catholiques. Le conflit entre la monarchie et le Parlement de Paris sur les questions religieuses et politiques créa une crise constitutionnelle que Louis XV se montra incapable de résoudre efficacement. Sa décision éventuelle d'exiler le Parlement et de le remplacer par des tribunaux plus complaisants ne fit qu'accroître les critiques de ces tendances autoritaires, tout en ne résolvant pas les problèmes sous-jacents. L'influence des idées des Lumières continua de se répandre dans toute la société française au début des années 1770, fournissant une justification intellectuelle à l'opposition à la monarchie absolue. La publication d'ouvrages qui remettaient en question l'autorité royale et proposaient des formes alternatives de gouvernement trouva un public de plus en plus réceptif parmi les citoyens français cultivés. Les échecs personnels et les désastres politiques de Louis XV fournirent des exemples parfaits des dangers du pouvoir royal illimité contre lesquels ces écrivains avaient mis en garde. Aidez à diffuser la connaissance, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Des événements internationaux continuèrent également à embarrasser la France pendant cette période, alors que l'influence diplomatique du pays diminuait, ainsi que sa puissance militaire et économique. L'incapacité à éviter ou à répondre efficacement à plusieurs crises européennes renforça les perceptions de faiblesse française et d'incompétence royale. La politique étrangère de Louis XV semblait davantage motivée par les relations personnelles et les intrigues de cour que par des intérêts nationaux cohérents, ce qui conduisit à une série de défaites diplomatiques humiliantes. La santé du roi commença à décliner visiblement au début des années 1770, bien qu'il continuât à maintenir son programme exigeant de chasse et de cérémonies de cour. Les observateurs contemporains notèrent qu'il semblait de plus en plus fatigué et vieilli, reflétant peut-être le stress accumulé de décennies de critiques et d'échecs. Cependant, peu auraient pu prévoir que sa mort, quand elle arriva, serait si horrible et symboliquement appropriée à son règne raté. La culture populaire, pendant cette période, se moquait et critiquait de plus en plus la monarchie par le biais de chansons, de pamphlets et de littérature satirique qui circulait malgré les efforts de censure du gouvernement. Ces œuvres dépeignaient Louis XV comme un souverain faible, corrompu et obsédé sexuellement, qui avait trahi ses responsabilités envers le peuple français. Le roi, qui avait autrefois été célébré dans l'art et la littérature comme un symbole de la grandeur française, était maintenant plus susceptible d'être représenté comme une figure de ridicule et de mépris. L'effet cumulatif de tous ces problèmes fut de créer une situation révolutionnaire en France. Bien que la Révolution elle-même ne commençât qu'après la mort de Louis XV, la monarchie avait perdu toute légitimité aux yeux de la plupart des Français.
Le gouvernement était en faillite et incapable de fonctionner efficacement, et les tensions sociales avaient atteint le point de rupture. Tout ce qu'il fallait, c'était une étincelle pour allumer l'explosion qui allait détruire complètement l'ancien ordre. En avril 1774, Louis XV commença à se sentir indisposé alors qu'il séjournait au Petit Trianon avec Madame du Barry. Ce qui semblait initialement une maladie mineure allait rapidement se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave et, finalement, fatal. Le roi se plaignait de maux de tête, de fièvre et d'un malaise général, des symptômes que ses médecins attribuèrent initialement à un effort excessif de son programme exigeant. Cependant, en quelques jours, il devint clair que quelque chose de plus grave affectait le monarque, car son état se détériora rapidement malgré l'attention médicale. Les premiers signes clairs de variole apparurent le 28 avril, lorsque les pustules caractéristiques commencèrent à se former sur la peau du roi. La variole était l'une des maladies les plus redoutées du XVIIIe siècle, faisant des millions de victimes dans toute l'Europe et ne montrant aucune pitié envers la royauté ou les roturiers. La maladie avait déjà fauché plusieurs membres de familles royales européennes, et son apparition à Versailles envoya des vagues de panique dans toute la cour. Ceux qui purent commencèrent immédiatement à faire des préparatifs pour fuir, sachant que la variole était très contagieuse et souvent mortelle. Les médecins de Louis XV, dirigés par le docteur Bourdieu et le docteur Lassonne, figuraient parmi les professionnels de la médecine les plus habiles de leur temps, mais ils étaient essentiellement impuissants contre la variole une fois qu'elle s'était installée. Les connaissances médicales du XVIIIe siècle ne fournissaient pas de traitement efficace contre la maladie, laissant les médecins dépendre de saignées, de purges et d'autres traitements qui accélérèrent, probablement, plutôt que de retarder la mort du roi. L'incapacité des médecins à aider leur patient royal ne fit qu'accroître l'atmosphère d'impuissance et d'horreur qui imprégnait Versailles pendant ces derniers jours. La progression de la variole de Louis XV fut particulièrement grave et rapide, suggérant qu'il avait contracté une souche particulièrement virulente de la maladie. Quelques jours après l'apparition des premiers symptômes, tout son corps était couvert des pustules caractéristiques qui donnèrent son nom à la variole. Ces lésions n'étaient pas seulement défigurantes, mais extrêmement douloureuses, faisant hurler le roi d'agonie à mesure qu'elles se propagèrent sur sa peau. L'homme qui avait autrefois été considéré comme l'un des plus beaux monarques d'Europe fut transformé en une figure grotesque que même ses assistants les plus proches avaient du mal à regarder. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime pour continuer à suivre des histoires comme celle-ci. À mesure que la maladie progressait, les pustules commencèrent à se rompre et à suinter une sécrétion fétide qui rendait les appartements du roi presque insupportables. L'odeur était si écrasante que les serviteurs qui avaient servi la famille royale pendant des décennies commencèrent à refuser d'entrer dans les chambres du roi. Même les médecins avaient du mal à rester en présence royale suffisamment longtemps pour fournir le peu de soins médicaux possibles. Le palais, qui avait autrefois été le symbole de la magnificence royale, fut transformé en un dépôt de cadavres où la mort rôdait dans les couloirs. L'impact psychologique de l'état du roi fut peut-être encore plus dévastateur que les symptômes physiques. Louis XV, toujours soucieux de son apparence et profondément préoccupé par le maintien de la dignité royale, fut contraint d'affronter sa propre mortalité de la manière la plus humiliante possible. Les miroirs, qui avaient autrefois reflété ses beaux traits, lui montraient maintenant un visage si déformé et corrompu qu'il aurait ordonné qu'ils soient tous retirés de ses appartements. Le roi, qui avait gouverné par la mystique de la majesté royale, fut réduit à un cadavre en décomposition alors qu'il était encore en vie. L'étiquette de la cour, qui avait régi tous les aspects de la vie à Versailles pendant plus d'un siècle, commença à s'effondrer à mesure que la réalité de l'état du roi devenait impossible à ignorer. Les cérémonies élaborées qui avaient entouré la vie royale furent abandonnées, tandis que les courtisans fuyaient le palais, terrifiés par l'infection. Même les fonctions les plus élémentaires du service royal devinrent difficiles à maintenir, les serviteurs abandonnant leur poste ou tombant malades.
La hiérarchie minutieuse qui avait défini la vie de cour s'effondra face à la maladie et à la mort. Madame du Barry, qui avait été la compagne constante du roi pendant des années, fut forcée de fuir Versailles sur ordre de la famille royale, qui considérait sa présence comme une source d'infection et de scandale. Son départ laissa Louis XV encore plus isolé dans ses derniers jours, entouré seulement d'une poignée de médecins et de serviteurs qui restaient plus par devoir que par choix. La femme qui avait exercé une énorme influence sur la politique royale se retrouva soudain impuissante à aider l'homme dont la faveur l'avait élevée à de telles hauteurs. Les derniers jours du roi furent marqués par des moments de lucidité, alternant avec des délires causés par la fièvre et la douleur. Pendant ces périodes de lucidité, Louis XV aurait exprimé des regrets pour beaucoup de ses actions et demandé pardon à Dieu et à son peuple. Cependant, ces moments de repentir furent éclipsés par la terrible réalité physique de son état, qui continua de s'aggraver malgré tous les efforts médicaux. Le contraste entre sa souffrance spirituelle et son agonie physique créa une scène d'horreur presque médiévale, qui choqua même ceux habitués aux brutalités de la vie du XVIIIe siècle. Le 10 mai 1774, après près de 2 semaines d'agonie, Louis XV succomba finalement à la variole qui avait consommé son corps. Sa mort fut un soulagement et une horreur pour les rares qui restèrent à son chevet. Les derniers instants du roi furent marqués par la lutte et la douleur, des témoins rapportant que son corps convulsionna violemment avant de finalement s'immobiliser. L'homme qui avait autrefois incarné le pouvoir royal absolu mourut dans des conditions qui auraient été considérées comme dégradantes pour un criminel ordinaire. Les conséquences immédiates de la mort de Louis XV révélèrent l'effondrement complet du respect et de l'affection qui entouraient autrefois la monarchie française. Au lieu des rituels de deuil élaborés qui suivaient normalement une mort royale, il y avait une atmosphère de soulagement et même de célébration dans une grande partie de la France. La nouvelle de la mort du roi fut accueillie par des applaudissements dans les rues de Paris, tandis que les cloches des églises qui auraient dû sonner le glas restèrent silencieuses. L'homme qui avait commencé son règne comme Louis le Bien-Aimé mourut sans deuil et sans être aimé par la grande majorité de ses sujets. Si cette histoire vous a captivé, imaginez ce que vous allez découvrir d'autre ici. Abonnez-vous et laissez votre j'aime. L'état du cadavre de Louis XV posa des problèmes pratiques immédiats pour la maison royale et le gouvernement. La variole avait tellement défiguré et corrompu le corps du roi que les préparatifs funéraires normaux étaient impossibles. L'odeur des appartements royaux était si accablante que même les embaumeurs qualifiés refusaient de travailler sur le corps plus de quelques minutes à la fois. Le processus de préparation du roi pour l'inhumation dut être achevé à la hâte, de nombreuses procédures traditionnelles étant abandonnées en raison de l'état horrible du cadavre. La décision fut rapidement prise de sceller le corps de Louis XV dans un cercueil de plomb et de le transporter immédiatement au cimetière royal de Saint-Denis. Ce départ du protocole normal, qui aurait impliqué la veillée funèbre et des cérémonies funéraires élaborées, fut justifié comme nécessaire pour des raisons de santé publique. Cependant, de nombreux observateurs y virent un symbole du désir de la monarchie de se distancier des circonstances embarrassantes de la mort du roi et des échecs plus larges de son règne. La procession funéraire elle-même fut une mascarade de dignité royale, avec peu de nobles désireux d'y participer et des foules le long du trajet, montrant plus de curiosité que de respect. Le cercueil scellé empêchait l'exposition traditionnelle de la dépouille royale, tandis que la nature hâtive des procédures donnait à l'ensemble de l'événement un air de nécessité honteuse plutôt que de cérémonie solennelle. Des récits contemporains décrivent des funérailles qui ressemblaient plus à un débarras de déchets infectés qu'à l'inhumation d'un roi qui gouverna la France pendant près de 60 ans. Même dans la mort, le corps de Louis XV continua de causer des problèmes à la monarchie. Le cercueil scellé ne parvenait pas à contenir complètement l'odeur de décomposition, faisant du service funéraire à Saint-Denis un supplice pour toutes les personnes présentes. Plusieurs participants seraient tombés malades pendant la cérémonie, soit à cause de l'infection,
soit simplement à cause de l'odeur accablante. L'évêque qui officia le service fut contraint d'abréger les rituels traditionnels, créant une autre rupture de précédent qui diminua encore davantage la dignité de l'occasion. L'impact symbolique de la mort horrible et de l'enterrement indigne de Louis XV ne passa pas inaperçu auprès des observateurs contemporains. Beaucoup virent dans la corruption physique du roi un reflet de la décadence morale qui avait caractérisé son règne. Le contraste entre les magnifiques funérailles de Louis XIV et l'enterrement précipité et honteux de son successeur souligna le déclin de la monarchie et la perte du soutien populaire. Des pamphlets et des chansons satiriques apparurent rapidement comparant les deux rois et tirant des conclusions défavorables sur la direction du leadership royal. La succession immédiate de Louis XVI fut éclipsée par les circonstances de la mort de son grand-père et par la nécessité urgente de faire face aux multiples crises que la France affrontait. Le nouveau roi, âgé de seulement 20 ans et inexpérimenté dans le gouvernement, hérita non seulement du trône, mais aussi des problèmes accumulés et des ressentiments qui s'étaient amoncelés pendant le règne de Louis XV. L'horreur de la mort de son prédécesseur servit de rappel flagrant de la mortalité et de la faillibilité du pouvoir royal à un moment où la France avait désespérément besoin d'un leadership fort. La réaction internationale à la mort de Louis XV fut mitigée, certaines cours européennes exprimant des condoléances formelles, tout en considérant en privé la perte par la France d'un souverain inefficace comme potentiellement bénéfique. Les circonstances entourant les derniers jours du roi devinrent l'objet de commérages diplomatiques et de spéculations, endommageant davantage la réputation internationale déjà diminuée de la France. La monarchie, qui avait autrefois été le modèle du gouvernement absolutiste dans toute l'Europe, était devenue l'objet de pitié et de mépris. Ne manquez pas les prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime. La mort de Louis XV marqua plus que la fin d'un seul règne. Elle symbolisa l'effondrement complet de la mystique et de l'autorité qui avait soutenu la monarchie absolue en France pendant plus d'un siècle. Les horribles circonstances de ces derniers jours dissipèrent toute illusion restante sur la nature divine du pouvoir royal et révélèrent la faiblesse fondamentale de la monarchie. Le roi, qui avait autrefois gouverné par droit divin, mourut comme n'importe quelle autre victime de la maladie, son corps consumé par les mêmes forces qui affectèrent le plus humble de ses sujets. La crise financière que Louis XV légua à son successeur fut peut-être son héritage le plus préjudiciable. La dette nationale avait atteint des niveaux insoutenables, exigeant des actions immédiates et dramatiques pour éviter l'effondrement gouvernemental complet. Cependant, les structures politiques et les arrangements sociaux qui avaient rendu la réforme impossible pendant le règne de Louis XV restèrent inchangés, assurant que Louis XVI affronterait les mêmes obstacles qui avaient vaincu son prédécesseur. L'incapacité de la monarchie à résoudre les problèmes économiques fondamentaux se révélerait être l'une des principales causes de la Révolution française. Les ressentiments sociaux qui s'étaient accumulés pendant le règne de Louis XV continuèrent également de s'aggraver après sa mort. Le système fiscal inique, les privilèges de la noblesse et du clergé et le fossé croissant entre riches et pauvres restèrent inchangés. Les bonnes intentions du nouveau roi et son apparent engagement envers la réforme ne purent surmonter les griefs accumulés de décennies de mauvaise administration. La haine populaire qui s'était concentrée sur la personne de Louis XV fut facilement transférée à l'institution même de la monarchie lorsque les conditions ne s'améliorèrent pas sous son successeur. Les conséquences internationales des échecs de Louis XV continuèrent également d'affecter la France bien après sa mort. La perte de l'empire colonial, le déclin de l'influence diplomatique et la perception de faiblesse française eurent des impacts durables sur la capacité du pays à rivaliser avec des rivaux comme la Grande-Bretagne et l'Autriche. Les tentatives de Louis XVI de restaurer le prestige international de la France par son implication dans la Révolution américaine ne firent qu'aggraver la crise financière, tout en ne parvenant pas à obtenir des gains diplomatiques durables. L'élan de déclin qui avait commencé sous Louis XV se révéla impossible à inverser.
Les changements intellectuels et culturels qui eurent lieu pendant le règne de Louis XV eurent également de profondes conséquences à long terme. La critique des Lumières de la monarchie absolue gagna une large acceptation parmi les citoyens français cultivés, créant un corps d'opinion fondamentalement hostile à l'autorité royale. La perte de légitimité morale de la monarchie ne put être restaurée en changeant simplement de souverain, car les problèmes étaient systémiques et non personnels. Les idées qui justifieraient la Révolution étaient déjà fermement établies dans la culture politique française en 1774. Les faiblesses administratives et gouvernementales révélées pendant le règne de Louis XV persistèrent également sous son successeur. Le conflit entre l'autorité royale et les privilèges traditionnels, l'inefficacité du système fiscal et la résistance des intérêts établis à la réforme restèrent inchangés. Les tentatives de réforme de Louis XVI furent constamment minées par les mêmes forces qui avaient frustré les efforts hésitants de son prédécesseur. Les structures gouvernementales qui avaient autrefois fait de la France l'État le plus puissant d'Europe devinrent des obstacles à une gouvernance efficace. Pour plus de contenu historique fascinant, abonnez-vous et laissez votre j'aime. L'impact symbolique de la mort de Louis XV continua de résonner tout au long des dernières années de l'Ancien Régime. L'image du pouvoir royal mourant dans l'agonie et la corruption devint une métaphore puissante de la décadence de tout le système social et politique. La propagande révolutionnaire utiliserait plus tard les circonstances de la mort de Louis XV pour soutenir que la monarchie était intrinsèquement corrompue et au-delà de toute rédemption. L'horreur des derniers jours du roi devint partie intégrante de la mythologie révolutionnaire qui justifia la destruction complète de l'ancien ordre. Le précédent, établi par la célébration populaire de la mort de Louis XV, eut également des implications importantes pour l'avenir de la monarchie. Le fait que le peuple français puisse se réjouir ouvertement de la mort de son roi sans conséquences significatives démontra la faiblesse de l'autorité royale et la profondeur de l'aliénation populaire. Cette rupture de la relation traditionnelle entre souverain et sujet rendrait beaucoup plus facile pour les leaders révolutionnaires de mobiliser le soutien populaire contre Louis XVI lorsque la crise éclaterait finalement. Les aspects médicaux et scientifiques de la mort de Louis XV contribuèrent également à la démystification de l'autorité royale. Les récits détaillés des souffrances et de la corruption physique du roi fournirent une preuve claire que les monarques étaient soumis aux mêmes lois naturelles que les gens ordinaires. Cette perception mina l'une des hypothèses fondamentales de la monarchie absolue, que les rois étaient d'une certaine manière différents et supérieurs à leurs sujets. La nature démocratique de la maladie servit d'argument puissant pour l'égalité de tous les êtres humains. La transformation de Louis XV de bien-aimé en haï devint un conte édifiant sur les dangers du pouvoir absolu et l'importance d'un gouvernement réactif. Son règne démontra que l'autorité royale, fondée uniquement sur la tradition et la force, était intrinsèquement instable et ne pouvait survivre à la perte du soutien populaire. Les leçons de son échec seraient étudiées par les théoriciens politiques et les réformateurs dans toute l'Europe, contribuant au mouvement plus large vers le gouvernement constitutionnel et la souveraineté populaire qui caractérisa la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Le règne de Louis XV se distingue comme l'une des inversions de fortune les plus complètes de l'histoire. Une démonstration dévastatrice de la façon dont les échecs personnels et les problèmes systémiques peuvent se combiner pour détruire même les institutions les plus puissantes. Sa transformation d'enfant roi aimé en tyran haï révèle la fragilité de la légitimité politique et les dangers du pouvoir incontrôlé. Les circonstances de sa mort, pourrissant vivant tandis que son peuple célébrait, offrirent une fin appropriée à un règne qui avait déjà commencé à se décomposer de l'intérieur, bien avant que la maladie ne réclame le corps du roi. L'horreur des derniers jours de Louis XV sert à plus qu'une simple curiosité historique macabre. Elle représente la manifestation physique de la corruption morale et politique qui avait infecté toute la monarchie française. Le corps du roi, consumé par la variole et abandonné par tous,
sauf quelques serviteurs loyaux, devint un symbole parfait de l'état de son royaume, malade, isolé et approchant rapidement de l'effondrement complet. L'odeur qui expulsa les courtisans des appartements royaux était accompagnée par la pourriture politique qui allait bientôt conduire la monarchie elle-même à la tombe. Le contraste entre la promesse initiale de Louis XV et son échec final offre des aperçus profonds sur la nature du leadership et les responsabilités du pouvoir. Le jeune roi qui avait incarné l'espoir de renouveau mourut en architecte de l'humiliation de son pays et catalyseur involontaire de la Révolution. Son incapacité à s'élever au-dessus du plaisir personnel et de la commodité politique au service du bien-être de son peuple démontre l'exigence essentielle de courage moral dans un leadership efficace, quel que soit le système politique ou la période historique. Les implications internationales du règne et de la mort de Louis XV méritent également réflexion, car elles démontrent comment les défaillances nationales peuvent avoir des conséquences de grande portée au-delà des frontières nationales. Le déclin de la France sous son gouvernement a modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe et a contribué aux conflits et aux instabilités qui persisteraient jusqu'au XIXe siècle. La perte de l'empire colonial français a ouvert des opportunités pour l'expansion britannique qui allait façonner la politique mondiale pendant des générations, tandis que la faiblesse de la monarchie encourageait les politiques agressives d'autres puissances européennes. Vous aimez? Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Peut-être le plus significatif, le règne de Louis XV illustre la nature autodestructrice des systèmes qui concentrent le pouvoir sans responsabilité. La même autorité absolue qui avait rendu la France dominante sous Louis XIV devint l'instrument de son humiliation sous son successeur. L'incapacité de la monarchie à se réformer ou à répondre efficacement aux circonstances changeantes démontre la vulnérabilité inhérente de tous les systèmes politiques qui résistent à l'adaptation et ignorent les plaintes légitimes de leurs citoyens. La mémoire de la mort ignominieuse de Louis XV entrait les dernières années de l'Ancien Régime et fournirait des munitions puissantes à la propagande révolutionnaire. L'image du pouvoir royal littéralement en décomposition devint un thème récurrent dans la littérature et l'art révolutionnaire, servant de rappel qu'aucune institution, indépendamment de son prestige historique ou de ses revendications de sanctions divines, n'est à l'abri des conséquences de ses propres échecs. Le roi qui mourut abandonné et méprisé devint un symbole involontaire de la nécessité de systèmes politiques fondés sur le consentement et la responsabilité, et non sur la tradition et la force. Les leçons du règne de Louis XV restent pertinentes aujourd'hui, offrant des avertissements sur les dangers du pouvoir incontrôlé, du gouvernement irresponsable et de l'accumulation de problèmes non résolus au fil du temps. Son histoire démontre que même les institutions les plus établies peuvent s'effondrer lorsqu'elles perdent la confiance et le soutien de ceux qu'elles prétendent servir. L'horreur de sa mort sert de rappel que le pouvoir sans légitimité est en fin de compte impuissant, et que ceux qui gouvernent doivent enfin rendre des comptes à ceux qu'ils gouvernent. Au final, l'héritage de Louis XV ne fut pas le renouveau et la gloire qu'il aurait pu atteindre, mais la révolution que ses échecs rendirent inévitables. Le roi qui commença son règne comme l'incarnation de l'espoir mourut comme le symbole de tout ce qui n'allait pas avec l'ancien ordre. Son cadavre, en décomposition, hâtivement enterré et rapidement oublié, marqua non seulement la fin d'un règne désastreux, mais le début de la fin pour tout le système de la monarchie absolue en France. La révolution qui dévasterait son successeur et transformerait à jamais la politique européenne fut, à bien des égards, la conséquence ultime des échecs de Louis XV et la réponse parfaite à la corruption que sa mort symbolisa si vivement. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la trajectoire de Louis XV? Croyez-vous que l'horrible mort du roi fut un juste châtiment pour ses erreurs ou simplement une tragédie personnelle? Pensez-vous que le pouvoir absolu corrompt absolument? Ou la personnalité de Louis XV portait-elle déjà cette graine de folie? Laissez votre opinion sincère dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez de la responsabilité d'un monarque et comment elle peut affecter le
Destin d'une nation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables. À la prochaine.